Donc en fait j'ai une histoire un peu particulière, j'étais monté à 120 kg, obèse, fumeur, enfin tout ce que tu veux. Fallait que je me reprenne en main, j'ai craqué par un burn-out complet. Et je me dis tiens, pourquoi pas remonter sur le vélo, j'étais pas remonté depuis 10 ans. Un jour en pleine nuit je me suis réveillé, j'ai pris les billets d'avion, je me suis inscrit à la course et puis basta, on y va, puis c'est tout. Donc, pour la petite histoire justement, je suis tombé amoureux du concept, ce côté masse, ce côté marathon ouvert à tous et ce côté aussi compétitif. Donc je me suis retrouvé avec Bernard Hinault et compagnie dans la team Skoda où je suis resté 2 ans. Je sais faire du vélo, mais je sais pas organiser. Donc j'ai dû beaucoup apprendre moi-même. Et quand j'ai donné le départ, j'ai vu une vocation. Nous aussi derrière, on va vraiment attendre le dernier. On va l'encadrer, on va l'attendre, il aura sa médaille, il aura son repas. Tu gagnes Cannes, tu peux aller faire New York, t'as ton ticket offert. Ouais. Salut à tous et bienvenue sur le 7e épisode du LSDC Podcast. Je suis votre hôte Antonin Albouy et aujourd'hui je reçois Cédric Haas, le directeur de l'organisation de course GFNY France. C'est une organisation de cyclosportive, maintenant connue sous le nom de Grand Fondo, qui propose 7 dates au calendrier. J'ai pris énormément de plaisir à produire cet épisode. Le parcours de vie de Cédric est tout juste atypique, hors du commun même, il m'a surpris à de nombreuses reprises. Pour la faire courte, à l'origine, il était compétiteur au plus haut niveau amateur français en National 1. Il a ensuite arrêté le vélo pour monter jusqu'à 120 kg. Il a repris ensuite le vélo, mais cette fois-ci sur le format des cyclosportives où il a rapidement atteint un excellent niveau, ce qui l'a amené à participer à une course à New York et cette course a tout changé pour lui. Et par le plus grand des hasards, il a été amené à organiser sa propre course pendant l'année du Covid en 2020. Toutes les chances étaient contre lui, mais il a quand même réussi à organiser cette épreuve et depuis, il a été pris de passion par le projet. Et on en est maintenant à l'organisation GFNY France qui propose 7 dates au calendrier avec de superbes épreuves. Son histoire et l'histoire de l'organisation est vraiment dingue et vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez de pouvoir participer à ce type d'épreuve. Quel que soit votre niveau, venez écouter cet épisode en entier et si vous n'avez pas encore passé le pas des compétitions, cet épisode va sûrement vous donner le déclic. Allez, bonne écoute. Salut Cédric, bienvenue sur le LSDC Podcast. Comment vas-tu ? Bah écoute, merci Antonin pour ton invitation, tout va très bien. Mais justement, je voulais vraiment t'avoir sur cet épisode parce que j'ai lancé ce podcast dans la dynamique d'interroger tous les acteurs du monde du vélo. J'ai commencé avec des athlètes de haut niveau. J'ai également reçu Julien Bérard qui participe à vos différentes courses. Et justement, on a parlé un peu de l'organisation GFNY. J'ai aussi participé à la Manche de Horsière. C'est pour ça que je voulais te recevoir pour discuter de ton organisation, comprendre l'histoire de cette organisation, comment tu l'as créée, développée par la suite. Et je voulais également en savoir plus sur ta vision du Grand Fondo. Donc, on a pas mal de sujets à aborder. On a une petite heure devant nous. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour avoir un aperçu global? Ben ouais, donc merci pour l'invitation encore une fois. Donc pour faire vraiment très simple, donc je m'appelle Cédric Haas, j'ai 40 ans maintenant. Je suis un ancien cycliste de haut niveau des années 2000, donc où je courais en DN1, au CC et TUP. Donc du coup, voilà, un grand passé cycliste. Donc j'avais quitté le monde du vélo il y a une vingtaine d'années et je suis revenu un petit peu par hasard parce que la compétition quand on est cycliste, ben, ça manque toujours un petit peu. Et je suis revenu par le cyclosport justement. Donc j'ai repris les entraînements, j'ai fait les plus belles cyclos de France, d'Europe et un jour je me suis retrouvé pour faire très simple à New York par hasard pour participer au Grand Fondo New York. C'était maintenant il y a déjà 6 ans où j'ai découvert effectivement cette organisation. Donc pour faire très rapide, voilà, je suis un ancien cycliste de haut niveau reconverti dans le cyclosport et maintenant je roule plus beaucoup et je fais surtout de l'orga, ouais. C'est quoi qui t'a séduit dans le cyclosport? Parce que c'est quand même, il y a une belle démarcation entre le cyclisme élite comme tu l'as connu et le format cyclosport. Déjà, le format de course n'est pas le même. Qu'est-ce qui t'a séduit dans un second temps? Donc en fait, moi j'ai fait beaucoup de sacrifices dans ma jeunesse parce que j'ai eu la chance d'avoir un niveau relativement correct assez tôt et du coup en fait c'était déjà beaucoup de sacrifices, beaucoup de déplacements. J'ai fait ça jusqu'à l'âge des 21 ans où j'ai dû arrêter suite à un grave accident. Du coup voilà, c'était ce côté vraiment un peu la pression, les résultats, on voulait passer pro. On avait la chance effectivement à l'époque d'être payé pour ce qu'on faisait aussi, donc il y avait beaucoup de pression. Et la compétition c'est quand même quelque chose de très dur, voilà, de très exigeant au quotidien. Et du coup, ben, après la vie de famille, voilà, entre-temps, après avoir arrêté le vélo, ben, je suis devenu papa, marié, etc. Et en fait, ce qui m'a séduit vraiment dans le cyclosport, à la base, c'était les parcours.
C'est-à-dire que j'ai fait des courses de DN1, des très très belles courses, mais c'est souvent des circuits, comment dire, des circuits qui tournent en rond. À part des belles courses où j'ai performé sur des Paris 3, des Paris Tours, des choses comme ça. C'était quand même relativement rare, donc on se retrouvait quand même beaucoup sur des circuits très durs, avec du très haut niveau, sur quelque chose qui n'était pas vraiment super intéressant. Du moins à mon âge, quoi. Pour les jeunes, après, c'est différent. En sachant que j'ai toujours fait quelques compètes aussi avec mon club. Et en fait, le cyclosport, c'était surtout les parcours. C'était le défi. Parce que souvent, en ancien compétiteur, on se dit, ouais, cyclosport, c'est des cyclotouristes à sacoche. Je mets au défi n'importe qui d'en gagner une. Je crois que c'est des fois plus dur qu'une élite. Et puis il y avait ce côté effectivement parcours, ce côté challenge. Pour faire une place en cyclo, il faut quand même se lever très tôt le matin. Donc du coup, c'était un mélange de, comment dire, de compétition. Il y a quelque part, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé moi sympa dans le cyclosport, c'est que voilà, on partait par exemple en Italie avec ma femme, on prenait un week-end ensemble. Le départ de la course c'est déjà le dimanche matin, pas l'après-midi. Et aussi, il y a ce côté, vous n'êtes pas en forme, mais tu auras toujours des groupes, il y aura toujours quelque chose d'intéressant à finir. En compète, en DN1 ou en élite, vous avez pété au kilomètre 50, vous rentrez à la voiture et puis voilà. Donc c'était ce côté un petit peu plus convivial, plus sympa, plus accessible, qui m'a vraiment vraiment séduit. Et à la base, vraiment la pure base, c'était vraiment, on va dire, le défi personnel et les parcours. Ok. Même le volume de courses dans une saison est beaucoup plus faible qu'en DN1, donc on peut mieux gérer son calendrier aussi, ce qui est compliqué à haut niveau en national, quoi. Ouais, c'est ça. En national, c'est très très compliqué. Même si on a un bon niveau régional, parce que des courses, il y en a quand même de moins en moins. Il faut beaucoup se déplacer. Et comme dire, se déplacer des fois, faire 500 bornes pour tenir 10 km dans le peloton, voilà, c'était un peu le défi. Mais c'était juste me faire plaisir en fait. Ouais. Et c'est ça que je recherchais dans le cyclosport et je suis tombé amoureux de cette discipline. Ouais, justement, à la base, ça s'appelait cyclosportif. Maintenant, il y a le mot grand fondo qui émerge de plus en plus. Il y a une différence ou on parle vraiment de la même chose? En fait, effectivement, il y a le mot grand fondo qui ressort parce que grand fondo, c'est vraiment international. C'est-à-dire que vous allez faire un grand fondo en Italie, on va faire un grand fondo aux États-Unis, un petit peu l'histoire que j'ai par rapport à GFNY. Mais là-bas, ça reste des cyclosportifs. Souvent, dans nos communications, on se regarde bien. C'est vrai qu'on a le nom GFNY, mais je communique aussi beaucoup sur le côté cyclosport parce que on est quand même dans un pays où on fait du cyclosport depuis longtemps. La Marmotte, elle a eu 40 ans, par exemple, en titre d'exemple. Donc on a vraiment de très très gros événements chez nous en France sur des parcours un peu vraiment magnifiques. Et on va vraiment avoir la même chose, c'est-à-dire le cyclosport. C'est ce qu'on va retrouver en Italie, par exemple. C'est de là d'où vient le nom d'ailleurs, Grand Fondo. Ok. C'est beaucoup plus international. Il y a quelque part aussi le mot Grand Fondo sort un petit peu de, comment dire, de cet historique cyclosport où, par exemple, un compétiteur va penser que c'est des compétitions, enfin voilà, vraiment des cyclotouristes, quoi, en termes de pas trop compétitifs, à un niveau assez faible, alors que c'est pas du tout le cas. Et je trouve que le mot grand fondo, justement, va mieux transmettre ce côté défi, ce côté challenge, en sachant que c'est la même chose à la base, mais c'est vrai qu'il a une consonance un peu plus sportive. En tout cas, de notre côté, on s'appelle peut-être GFNY, mais j'utilise souvent les deux aussi, ouais. Pour rassurer aussi les gens qui veulent simplement se faire plaisir sur le parcours avec l'objectif de terminer. Oui, c'est vrai que ce qui est beau aussi dans les grands fondos cyclosportifs, c'est que ça attire un public très large. Et tout le monde a des Ouais, objectifs différents sur la ligne de départ. Il y en a, leur objectif, c'est de finir, c'est de découvrir leur premier grand fondo. Il y en a, c'est de jouer la tête des classements, et c'est extrêmement compétitif. Aujourd'hui, quand on voit les meilleurs cyclosportifs, je pense notamment à Mattia Gafuri, le cycliste italien que j'aime bien suivre, mais qui a des statistiques juste impressionnantes. Donc, il est aussi bon qu'un professionnel, voire meilleur que certains. Donc ça donne de belles c'est perspectives et clair. il y a tellement d'objectifs possibles dans les grands fondos et c'est un jeu infini. On peut commencer dans le but de vouloir en finir une, on se prend au jeu et derrière on peut aller chercher les classements. Donc C'est GFNY, ça veut exactement dire ça. Grand Fondo New York, c'est né à New York, cette organisation. Ouais, c'est né à New York cette organisation en 2011. Donc en fait, GFNY, donc ouais, du diminutif Grand Fondo New York. Donc en fait, ouais, ça a été créé par un couple aux États-Unis en 2011. Et en fait, ça s'est franchisé au fur et à mesure, donc avec des courses qui ont eu lieu en Amérique du Sud beaucoup, donc aux États-Unis bien sûr avec New York. C'était arrivé à l'époque en Italie pour l'Europe. C'était passé par l'Allemagne aussi. On a eu aussi du GFNY avec Nicolas Garcera au Mont Ventoux, donc qui était le premier franchisé de la marque pendant 3 ans.
Et puis moi, j'ai pris la suite complètement par hasard en 2019. Voilà, donc en fait, ouais, c'est un circuit mondial qui actuellement regroupe 30 événements à travers le monde. Et en fait, chaque pays, chaque organisation est différente. C'est-à-dire que nous, ben, on est basé en Alsace et on est une organisation complètement indépendante. La seule chose qu'on a, c'est qu'on est franchisé, donc on a un cahier des charges à respecter et on fait partie de ce circuit, ce qui nous amène quand même de la visibilité euh, par rapport aux étrangers qui peuvent venir rouler en France. Et du coup, voilà, on est une équipe familiale alsacienne qui a juste le nom GFNY. Donc, au fur et à mesure de l'avancement, ben, on le traduit quasiment plus. On est vraiment GFNY France, une organisation de cyclosportifs qui fait effectivement partie d'un calendrier, mais voilà, on est une association indépendante. Alors, comment ça, tu as lancé par hasard? Je suis curieux d'avoir l'histoire derrière tout ça. Tu as Ouais. été à New York, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, l'histoire, elle est assez simple. Enfin, elle est assez simple et complexe à la fois. C'est-à-dire que je suis revenu dans le vélo en 2017. Donc, en fait, j'ai une histoire un peu particulière. J'étais monté à 120 kilos, obèse, fumeur, enfin tout ce que tu veux. Un peu la cata. Et il fallait que je me reprenne en main. J'avais effectivement différents boulots qui s'étaient pas bien passés. J'ai craqué par un burn-out complet. J'avais un vieux vélo qui était dans la cave et je me dis, tiens, pourquoi pas remonter sur le vélo? J'étais pas remonté depuis 10 ans. Donc je te laisse imaginer un petit peu la performance que tu peux avoir en t'arrêtant si longtemps et en fumant un ou deux paquets de clopes par jour. Et du coup, je me suis repris au jeu. J'ai refait du vélo en 2017, j'ai pris soin de moi, etc. Et du coup, je me suis mis un premier objectif, c'était de participer à l'étape du Tour en 2018. Allez, un petit défi complètement fou. C'était à l'époque, il me semble que c'était Annecy, ou je sais plus Le Grand exactement, Bornand? c'était Le en, Grand Bornand? le grand, ouais, c'est ça, ouais, le Grand Bornand, avec un parcours qui était vraiment sympa. Donc je m'étais inscrit à cette étape du Tour, donc du coup ça m'avait mis un objectif. Donc je roulais énormément, hein, parce que ben, du coup j'avais la chance à quelque part d'avoir un petit peu éclaté psychologiquement, donc j'avais plus de boulot, donc j'en profitais pour faire du vélo à fond et me reconstruire. Donc je suis arrivé avec un poids de forme à 60 kilos en fin 2017, donc j'ai perdu énormément de poids. Je faisais des sorties vraiment sympas. Et au courant du mois de décembre, je suis tombé sur une vidéo sur Facebook avec un Italien qui gagne une course à New York. Ils avaient tous des maillots verts, des machins. Je me suis dit, tiens, je l'ai vu une fois, deux fois, trois fois. Je commençais à m'intéresser à cet orga. Et j'avais un rêve aussi, c'était d'emmener ma femme et mon gosse à l'époque à New York. Et je me suis dit, ça pouvait faire vraiment un truc vraiment sympa. Et je sais pas, je suis tombé amoureux de cette vidéo et un peu du concept de partir sur un pont, etc. Donc, bon, voilà, j'en avais discuté avec ma famille, avec ma femme. Personne n'était d'accord, comprenait pas pourquoi on allait faire du vélo là-bas alors qu'il y avait plein de choses en France. Donc, un jour en pleine nuit, je me suis réveillé, j'ai pris les billets d'avion, je me suis inscrit à la course et puis basta, on y va, puis c'est tout. Donc, du coup, c'était un objectif que j'avais pour mai 2018. Et du coup, je me suis retrouvé au départ à New York. Mais voilà, l'idée c'est que je suis tombé complètement par hasard dessus. Et du fait que j'avais quand même, on va dire, un passé de coureur élite, j'ai quand même eu un niveau très sympa. Donc pour un terme d'exemple, ça faisait un top 20 à la Corima, un top 30 ou un top 40 à l'étape du Tour. Ça faisait voilà, des top 10, des podiums, des machins. Donc en fait, je me suis retrouvé à New York au départ avec un sale dossard où je suis parti dernier SAS. Il y avait à peu près, il me semble, 5 ou 6 000 participants. Et bon, j'avais fait le déplacement et tout, et du coup, bah, je me suis un petit peu, j'ai pris énormément de risques pour essayer de remonter. Je suis arrivé à remonter, et en fait, pour la petite histoire, j'ai failli gagner cette course. Je me suis retrouvé devant pendant 90 bornes, etc. Et je dois faire un top 10 en fait. Voilà, donc c'était un Italien nouveau qui gagnait, je crois. Enfin, Ok. c'était le même Italien qui gagnait. Bah, celui-là qui a Officine Matteo, hein, donc un mec quand même relativement connu. Donc jusque-là, il s'est rien passé, donc j'ai fait ma saison. Donc j'ai eu de la chance aussi d'avoir été sélectionné pour l'équipe Skoda à l'étape du Tour 2018. Donc je me suis retrouvé avec la préparation, avec Bernard Hinault et compagnie dans la team Skoda où je suis resté 2 ans. Ok. Et du coup, ben, j'avais mes objectifs toujours pour 2019, où je suis retourné à New York, euh, en pensant pouvoir aller cette fois-ci performer encore mieux. Et je me suis retrouvé sur la même configuration devant, à faire le con et à faire le kéké, on va dire, en échappé. Et je refais une très bonne place, un top 10 en fait. Et là, j'ai rencontré par hasard les... Enfin, par hasard, il y avait le contrôle antidopage et compagnie à la fin de la course. Et puis, j'ai discuté avec les fondateurs de la marque et je me suis rendu compte effectivement que
Ils étaient tous sauf américains, donc lui il est allemand, il a grandi effectivement pas très loin de chez moi. Et du coup, de fil en aiguille, on a discuté. Donc je suis devenu d'abord un peu ambassadeur pour essayer de montrer un petit peu GFNY en France, etc. Parce que pour la petite histoire, justement, je suis tombé amoureux du concept. Ce côté masse, ce côté marathon ouvert à tous, et ce côté aussi compétitif. C'est-à-dire que moi, un ancien compétiteur, je me retrouvais complètement dans cette organisation. Et avec d'autres personnes avec qui j'échangeais, ils s'y retrouvaient aussi à leur niveau. Et ça, c'était très intéressant parce qu'on se retrouvait tous ensemble. Et aussi dans un concept que j'ai découvert, c'était le maillot unique pour tout le monde. Ouais. Et pour la petite histoire, c'est assez rigolo. Je me suis inscrit à cette course, j'avais pas vu ça tout de suite. Puis à l'époque, j'étais sponsorisé Canyon, j'avais des vélos, j'avais 3-4 sponsors qui me suivaient sur la saison. Et j'avais créé une propre entité qui s'appelait Cycling à l'époque. Et j'ai failli pas y aller, prendre le départ à cause du maillot. Je me suis dit, ah non, moi j'ai mes sponsors, mes machins, mes trucs, bon. Et en fait, j'ai trouvé vraiment ce concept ultra bizarre. Donc je suis allé chercher mon maillot retraite de ça. Et du coup, c'était assez rigolo parce que bon, je l'ai mis, j'ai fait le déplacement, forcément. Voilà, et puis j'étais un petit peu dans ma mentalité de compétiteur en me disant, bah, ça fait chier ce maillot, mais bon. Et du coup, je me suis retrouvé au départ avec 5000 mecs avec le même maillot et j'ai retrouvé une ambiance qui était complètement particulière. On faisait partie comme d'une grande famille. Et en fait, j'ai trouvé vraiment ça super cool au final, où on voyait bien aussi un peu la différence, voilà, avec des mecs, beaucoup d'Italiens ce départ d'ailleurs, et on voyait bien qu'ils faisaient partie du team parce qu'ils avaient leur cuissard de team, mais voilà, c'était vraiment une ambiance particulière, une ambiance que j'ai retrouvée aussi à l'arrivée, où on avait tous le même maillot, on partageait le même repas, on partageait la même expérience, et n'importe quel niveau vous avez, c'est-à-dire que la personne qui va prendre le départ juste pour finir, ben, va pouvoir partager, on va dire, les mêmes expériences, enfin sa même expérience ou son expérience avec les cyclistes qui sont devant. Et en fait, ça crée une très très belle communauté. Et je suis tombé amoureux de cette communauté en fait. Et je suis tombé amoureux de l'événement avec ça. Et puis le maillot à la finale m'a plus du tout dérangé parce que j'ai trouvé ça vraiment super classe. Et donc du coup, je me suis réinscrit en 2019. Et j'avais justement, pour revenir à là, j'avais discuté avec les fondateurs, et puis, mais sans plus, juste un peu en termes d'ambassadeur, j'aimais bien reporter le maillot nouveau à l'entraînement, même si j'avais mes propres clubs, propres sponsors. Donc j'avais fini une très bonne saison en 2018, j'avais très bien commencé en 2019. J'avais nouveau fait une super étape du Tour et compagnie, et je me suis retrouvé à vouloir faire plus de GFNY, donc j'en ai fait un au Portugal, je suis allé au Mexique où j'ai fait podium là-bas. Ok. Et à l'issue de ça, ils m'ont dit, ah, on a un contact en France éventuellement pour organiser une course, mais on n'a pas d'organisateur. Ok. Ma réponse a été très simple, hein. En plus, je parlais pas un mot d'anglais à l'époque, c'était très compliqué parce que lui, il parlait très peu français. Enfin, c'était le Google Traduction, c'était vraiment l'anarchie parfois. Et du coup, si tu veux, ils avaient un contact à Vosges, mais ils n'avaient pas d'organisateur. Et moi, la première réponse que je leur ai dit, moi, j'organise pas de course, c'est un truc à la con, c'est trop compliqué. Je suis un peu dans le vélo, c'est un truc qui m'intéresse pas. Et au fur et à mesure du temps, j'en avais parlé à ma femme, et ma femme m'a dit, ben purée, tu participes tous les week-ends, tu sais comment ça fonctionne. T'es passionné par ça, tu devrais quand même essayer, quoi. Bon, j'ai fait traîner 15 jours, et puis à un moment donné, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, écoute, si jamais tu reprends pas l'organisation en France, on fera rien en France parce qu'on n'a pas d'organisateur, on n'a pas... J'avais même essayé moi d'en trouver un, enfin bon, bref. Et du coup, j'ai accepté parce que ma femme m'avait un peu insisté en me disant que ce serait un beau challenge. Et ben du coup, voilà, j'ai accepté le défi, j'ai lancé la première Vosjanie en plein Covid. Parce que non seulement j'ai accepté de Oh. créer cette franchise et cette base en France, c'était en fin 2019. Donc 2020, tout ce qui s'est passé. J'ai organisé ce premier Vosjanie avec ben, le Covid, enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Mais je me suis dit, on peut le faire en août, c'était fin août. Donc du coup, je me suis vraiment battu avec les prefs et tout, à mon niveau, parce que je Ouais. connaissais rien. Et ce qui était assez incroyable aussi, c'est qu'il y a la fédé et tout, mais je me suis retrouvé tout seul dans mon truc. Je sais faire du vélo, mais je sais pas organiser. Donc j'ai dû beaucoup, beaucoup apprendre moi-même, un petit peu en fouillant sur les réseaux et compagnie. Mais je me suis dit, allez, on va aller au bout, il y a le Covid, les gens veulent courir, et il y a quand même quelque chose à faire. Donc on a organisé, c'était je crois la deuxième épreuve en France, parce Ok. que tout a été annulé. Et j'ai organisé Vaujany. Ah ben, manque Wow. de bol, il a neigé, c'était horrible, il y avait je crois 5 centimètres de neige au sommet de la Croix de Fer. Donc au lieu de faire notre parcours classique, parce que c'était Vaujany Croix de Fer en août, ben, on est monté à la Croix de Fer, on a fait demi-tour. Et du coup, ben, on a eu un beau vainqueur qui était Michael Minard qui gagnait la marmotte la semaine d'après, parce que la marmotte avait été décalée. Et puis en donnant le départ, parce que je faisais ça à côté, hein, je travaillais Ok. aussi en même temps à mon compte, je faisais de la mécanique vélo à domicile, je travaillais aussi chez Canyon en tant que responsable d'atelier, etc. Ok. Et en fait, du coup, c'est parti un peu en vrille, je tombais amoureux du truc.
putain, j'ai trouvé organisé, c'est génial, c'est super difficile. J'avais deux, trois potes qui m'ont suivi dans l'aventure. Donc, on avait une bande d'Alsaciens qui sont arrivés à Vaujany parce que toute ma famille m'a suivi. Et quand j'ai donné le départ, j'ai vu une vocation. Wow. Et en fait, pour la petite histoire, du coup, l'organisation était pas top, il pleuvait, franchement, c'était, un mec normal aurait dit non, j'arrête, merci, au revoir, on va faire autre chose et je vais prendre moi mes dossards. Mais il y avait un truc. Et en fait, Vaujany était content parce qu'ils avaient envie aussi de, comment dire, de se baser vraiment sur le vélo durant la saison. Et du coup, Golazo à l'époque avait la Vaujany. C'était une course en fait qui existait, qui était le même organisateur que la Marmotte. Et donc Golazo a abandonné cet orga. Et puis Vaujany est venu avec nous nous solliciter, enfin me solliciter du moins pour savoir si on voulait la reprendre. Donc on organisait deux à Vaujany. Et leur deal c'était nous on veut ouvrir avec du vélo, fermer avec du vélo pour la saison estivale. Bah comme on est un peu fou, j'ai accepté et en fait c'est parti Ok, un petit peu à l'arrache comme ça quoi. c'est parti là. Wow, cette histoire est folle. De toute façon, les plus beaux projets partent souvent des circonstances de la vie. C'est assez intéressant. Et j'aurais aimé revenir sur les mois qui ont précédé ta première épreuve. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour mettre en place cette première organisation? Quels moyens tu avais à C'est disposition? Tu avais juste la marque GFNY t'as eu du budget, ils t'ont prêté du matériel. Comment ça s'est passé? Bah en fait si tu veux, donc j'avais ma petite boîte de réparation vélo. En fait, je savais pas faire. Donc, pour la petite histoire, je suis licencié à la SPTT Mulhouse où je suis dans le comité. Donc, en même temps, je m'occupais un peu des jeunes, du circuit compétition. Enfin, voilà, je jouais un petit rôle de directeur sportif, mais vraiment régional, où j'étais sur le vélo avec eux. Et en fait, si tu veux, pour la petite histoire, je pensais toujours être bien entouré. Donc, c'est-à-dire quoi, là, il y a le Tour Alsace qui est une très belle course, je suis toujours bénévole là-bas, il y a des gens qui savent faire, je pensais vraiment être très très bien entouré. Et au final, j'ai lancé ça, donc je crois en septembre ou en octobre 2019, avec la nouvelle date et compagnie. Putain, je me suis retrouvé un peu seul. C'est-à-dire que ben, les réponses, on les a pas. Comment organiser une cyclosportive? Je contacte qui? Je contacte la Fédé. Donc j'ai pu inscrire ma course à la fédération, donc en ayant créé ben, notre structure alsacienne, quoi. Et en fait, le truc, c'est que je me suis retrouvé vraiment, vraiment tout seul. Donc la marque GFNY m'a aidé comme ils ont pu. Donc ils m'ont prêté effectivement un peu de matos. Ils m'ont dit quoi faire, par exemple, voilà, comment organiser, on va dire, une journée type. Donc avec le retrait des dossards, le départ, qu'est-ce qu'il faut comme matériel. Là, ils m'ont aidé. Mais toute la partie administrative, pour être honnête, je me suis vraiment formé sur Google. Appelé la Fédé, regarder tout. Parce que des fois, on croit connaître des gens qui croient organiser, mais c'est pas du tout le cas. Donc je me suis retrouvé un peu seul. Et pour la petite histoire, bah, comme on connaît, en mois de mars, ça commençait à avancer. J'avais fait mes projets de com et compagnie, bam, Covid. Donc il y avait la solution d'arrêter. Et ça aurait été très facile pour moi d'arrêter parce que finalement je savais pas trop quoi faire, j'étais pas à l'aise. Enfin, c'est vraiment un truc, c'était vraiment très difficile pour être honnête. Et je me suis dit non, allez, j'ai accepté quelque chose, je suis monté dans le but, c'est pas pour échouer. Et c'est un peu le côté sportif de haut niveau qu'on a. On a mal aux jambes, mais on continue. Et du coup, j'étais persuadé que le Covid, on allait finir par en sortir, c'était pas possible autrement. Et puis, on est quand même des inscrits au fur et à mesure, donc il fallait que je rende aussi cette possibilité aux gens qui se sont engagés à mon événement. On va pas abandonner parce que on a des difficultés. Donc, c'était vraiment aller au bout. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à avoir des bénévoles sur place. Donc, j'ai vraiment pu compter sur ma famille, mes amis et mes proches où j'avais des amis motards aussi, ben, qui faisaient d'autres organisations, etc., qui connaissaient. Donc, en fait, on était tout un noyau d'Alsaciens qui sont descendus dans les Alpes pour organiser cet événement. Et du coup, j'ai appris sur le tas, en fait. J'ai vraiment appris sur le tas en me disant, tiens, voilà, un ravitaillement, où est-ce que j'aurais aimé qu'il soit, comment j'aurais aimé qu'il soit géré, qu'est-ce que moi j'aurais aimé en tant que coureur. Donc en fait, je me suis surtout basé sur mon expérience de cycliste. Et du coup, voilà, on a lancé ça. Je dirais vraiment, pour les gens qui ont connu la première organisation, c'était vraiment un coup d'essai. Et entre maintenant, je pense qu'il y a une énorme différence, mais on a appris sur le tas avec une super équipe. Et comme je dis souvent, j'ai vraiment des amis et ma famille qui m'ont soutenu sur le premier événement. Et en fait, c'est un projet entre potes qui est parti complètement en couille. Parce que voilà, on a dû se professionnaliser depuis, etc. Mais voilà, un petit peu le début un peu Ouais, chaotique. c'est Mais bon, fantastique. Ouais, ouais. t'as pas attendu de tout comprendre, de tout maîtriser avant de te lancer, quoi. Tu t'es lancé et après tu t'es organisé et la suite, Bah, c'est pour fait la en chemin. petite histoire, c'était même plus compliqué que ça parce que je parlais pas un mot d'anglais.
Waouh. Je n'étais pas forcément très bon à l'école, j'ai un parcours assez atypique, je parlais pas un mot d'anglais. Et le problème, c'est que ben, la marque, il parlait anglais. Je pouvais parler allemand ou anglais. L'allemand, je maîtrisais un peu, mais allez, autant faire, on va aller à fond dans l'anglais, quoi. Donc j'ai énormément appris en traduisant les mails, en allant sur Google Translate et compagnie, où je parle maintenant couramment anglais. Mais j'avais aussi ce défi-là, c'est-à-dire que j'avais l'aide de GFNY, mais effectivement c'est une marque mondiale, donc il faut parler la langue qui est l'anglais. Et j'ai dû en plus apprendre l'anglais, quoi. Donc c'est un truc où si t'es pas sportif à un moment donné, où t'es pas vraiment passionné par le vélo, parce que c'est vraiment du vélo, hein, c'est ma passion du vélo qui a parlé. Ouais, j'aurais abandonné, mais c'était pas le cas. Ouais. Ouais. Ça a bien tous ces éléments ont bien testé ta volonté pour continuer cette organisation. Et ça s'est enchaîné comment par la suite après la Vosjonie? Quelles ont été les nouvelles dates, les nouveaux circuits? Bah, en fait, le délire, il a été là, c'est-à-dire que c'est Vojani qui m'a sollicité en 2021 pour en organiser une deuxième, hein, parce que l'idée, c'est qu'on partait sur un contrat à long terme sur la Vojani. Eux, ils voulaient la Vojani en juin, plus Massiclo en août. Et donc, du coup, j'ai pris par hasard les deux. 2021, bah, c'est Covid, hein, de nouveau, hein, donc on avait 100 mecs au départ, je crois. On avait, même la première année, on avait 400 inscrits. J'ai dû avoir 100 gars au départ. Et en plus, avec le temps, même pas, peut-être 60, 70. La Vojani, c'était un peu pareil, c'est-à-dire qu'on pensait sortir du Covid, mais il y a le rond confinement et compagnie. Donc c'était compliqué, ouais, c'était mieux organisé, mais compliqué. Après, on a organisé donc fin 2021. Et ben après, voilà, je me suis passionné pour ça. Et quand je fais quelque chose, je le fais à 3000%. Et je me suis dit, voilà, sortie du Covid 2021, c'est bon, les vaccins, là, pop, on y va. Il y aura plus de problème en 2022. Et j'ai cru dur comme fer, et c'est ce qu'il fallait faire. Et je me suis dit, bien, on a organisé ailleurs. Mais où? Bah, ça, on sait pas. Donc, je sais pas, je suis parti dans un délire où je me suis dit, déjà, il faut que j'organise chez moi en Alsace. Ça, c'était le premier défi. Donc, j'ai contacté toutes les communes possibles. J'ai fait du porte-à-porte avec une pochette. Et puis, j'ai contacté des villes un peu folles. Je suis parti au front pour contacter la ville de Cannes. Je suis parti au front pour contacter la ville de Lourdes. Villard-de-Lans, c'est différent. C'est eux qui m'ont contacté en voyant les vidéos de Vojani. Et puis après, de fil en aiguille, en fait, c'était du démarchage. Donc en 2022, on avait 6 événements. Et avec cet événement qui commençait dans le sud à Cannes, que j'ai pu effectivement proposer à la ville. J'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont suivi dans le projet. Mais pour avoir 6 événements, c'était à peu près 700 contacts de communes. Donc j'ai contacté 700 communes pour en avoir 6. Et je suis parti avec mon bâton de pèlerin, où le truc c'est que bah, personne ne voulait de GFNY. C'est quoi ce truc? C'est américain? C'est quoi? C'est machin? Enfin, je suis vraiment parti avec mon petit bâton de pèlerin à la recherche de nouvelles villes. Et l'idée c'était d'avoir un circuit qui ressemblait un petit peu à ce qu'avait Golazo à l'époque ou Sport Communication. C'est un petit peu là que je me basais, où ils avaient une dizaine d'épreuves. Et je me suis dit, tiens, voilà, ils faisaient quelque chose dans le sud à Saint-Trope, pourquoi pas faire quelque chose à Cannes? Et en fait, voilà, je suis parti dans un délire complètement fou où ma famille me suivait toujours, quoi. Et en 2022, on a commencé à Cannes. Après, on avait Villard-de-Lans, la première édition. On avait ben, la Vojani, hein, qui était dans la continuité. On avait Lourdes, donc dans les Pyrénées aussi. Après, en nouveauté, on avait bien sûr l'Alsace, hein, chez nous, qui est un peu notre événement phare aussi. Et voilà, avec la fin à Vojani, donc on avait un circuit de 6. Et puis après, on a commencé à se faire un nom, on a commencé à progresser parce qu'on est vraiment quelque chose qui progresse beaucoup. J'ai commencé avec une centaine de cyclistes. L'année dernière, on a accueilli 5500 cyclistes. Là, on part sur une base de plus de 7000 sur la saison. Donc, c'est vraiment avec des événements qui sont plus ou moins grands, bien sûr. Et puis voilà, du coup, maintenant, j'ai des communes qui me contactent. Donc, Orsières, c'est, Ok. pour la petite histoire, bah, c'est un participant qui a participé à Vojani numéro 2 à la Croix de Fer, qui s'appelle Sébastien Chevalier du Orsières Cycling Team, qui m'a un jour appelé en septembre, me dit: ah, il me faut ça à Orsières, j'ai adoré ton orga, je veux ça à Orsières. Donc on est partis tous les deux avec notre bâton de pèlerin à convaincre la commune d'Orsières et la station. Et du coup, c'était le 7e événement qui a été rajouté. Après, j'ai énormément de contacts, hein. Je dois avoir une dizaine de contacts, voire plus, intéressants par an pour organiser des GFNY, hein. Donc là, on travaille sur des nouveaux projets pour 2027, 26-2027, parce que l'idée, c'était de pouvoir aussi faire progresser ce qu'on a déjà, pouvoir déjà avoir de la visibilité sur ce qu'on a, le rendre pérenne. Et là, on a vraiment encore envie de progresser, mais que à partir de 2026. Donc il y aura encore des belles Ok. surprises et en tout cas, on travaille dessus, ouais. Ok. Et donc, le plus dur au début, c'est avoir ces fameux contacts. Et du moment où tu as le contact,
il faut combien de mois ou années pour que la course se matérialise et avoir la première course? Ben, c'est très compliqué parce que, en fait, il y a déjà le premier contact. Donc, je vais donner par exemple l'exemple de Cannes. C'est un très bon exemple. C'est une personne qu'on a rencontrée qui est du Palais des Festivals de Cannes. Donc, on est rentré par le Palais des Festivals de Cannes qui nous a mis en relation avec le responsable des sports, le service des sports de la ville. Donc, en fait, c'est beaucoup de mise en relation. Mais pour parler d'un événement qui fonctionne, du moment qu'il y a une affinité au vélo, c'est beaucoup plus simple. Le vélo a quand même une belle visibilité à l'heure actuelle. Et il y a beaucoup de communes qui sont ouvertes au vélo et qui ont envie d'investir dedans. Par contre, quand une commune n'a aucun feeling avec le vélo, ça passe pas. On peut rien faire. Par contre, il y avait effectivement ce petit feeling à Cannes. Et donc après, on rencontre une personne, on a un premier rendez-vous. Je crois que le premier rendez-vous, j'ai dû le faire je crois, début 2021 pour pouvoir faire un événement effectivement au début 2022. En sachant que c'était un peu de la folie parce que j'ai eu l'accord de la commune, je crois, le 23 décembre, quelque chose comme ça, pour organiser en mars. Donc je crois que le dossier de préfecture, j'ai dû le faire dans la nuit. Enfin, j'avais déjà préparé en amont la possibilité de pouvoir le faire en urgence. En plus, on a organisé en urgence, donc c'est pas forcément un bon exemple, mais on pourrait le faire en un an en sachant que ça prend à peu près 10 mois de négociation avec la commune, en réfléchissant sur des parcours, les possibilités, les besoins. Et sinon, sur un événement comme Orsières, ça met allez, 2 ans. C'est à peu Ok, près 2 ans. Entre le premier contact et donner le départ, il faut compter 2 ans. 2 ans. Ok, Parce que c'est de la décision d'élus, c'est des décisions budgétaires. On pourrait aller plus vite, mais voilà, ce serait un peu brûler les étapes. Mais c'est minimum un an en forçant la chose. Mais en moyenne, c'est plutôt 2. Ouais. 2 ans. Ok. Et donc, pour 2025, vous voulez plutôt consolider ce que vous avez avant d'ouvrir de nouvelles dates. C'est quoi un peu la vision pour l'année 2025? Là, de 2025, bah, c'est notre vision qu'on a lancée là avec le calendrier, avec nos 7 événements qu'on avait déjà cette année 2024. Donc le but, c'est de les faire progresser. On a toujours 2 labels d'or. Donc Cannes et Trophée Label d'Or aussi de la FFC début mars, enfin fin mars, pardon, début de saison. L'idée, c'était vraiment de pouvoir faire progresser nos événements, d'avoir du monde. L'année dernière, on avait 2 sold-out qui étaient Cannes et Grand Ballon, parce que voilà, on avait plus de demandes que de possibilités d'inscription. Donc notre perspective, elle est simple, c'est de faire progresser nos événements, de les rendre aussi pérennes, parce qu'organiser des courses, bah, ça coûte très cher, ça coûte de plus en plus cher. Souvent, le participant, il se rend pas compte, mais on a tout qui augmente, hein, que ce soit du bidon au maillot, avec les déplacements de nos bénévoles, les logements, etc. Et en fait, c'était vraiment de les rendre pérennes et de faire vraiment un incontournable dans notre calendrier. Donc là, on a lancé les inscriptions en septembre pour tous nos événements. Et actuellement, on a une progression à 164%. C'est-à-dire que le nombre d'inscrits que j'avais à Cannes la première année s'est fait, je crois, en une semaine. Là, on a le nombre d'inscrits qu'on avait en 2023. Enfin, ça progresse vraiment. Donc l'idée, c'est vraiment de se rendre incontournable dans le calendrier, faire progresser nos événements, aussi un peu rendre l'appareil aux communes et aux collectivités qui m'ont fait confiance. Parce que comme je le rappelle avant, je suis parti avec mon bâton de pèlerin où pas grand monde ne voulait de GFNY. Et du coup, voilà, c'était aussi faire venir un maximum de monde sur nos événements, aussi pouvoir nous progresser, parce qu'on apprend tous les jours avec mon équipe, hein, et de pouvoir progresser, de pouvoir faciliter un petit peu le travail de mes bénévoles, de pouvoir accueillir encore mieux les cyclistes, de leur amener encore plus de services, parce que nous, on a vraiment quelque chose d'important, c'est qu'on met le cycliste au centre de tout. C'est-à-dire que voilà, c'est effectivement notre participant, c'est notre client, c'est le cycliste en fait qui va parler à ses amis, le bouche à oreille, etc. Donc c'est pour ça que nous on met vraiment l'accent sur le cycliste à fond et on veut faire progresser nos événements, que ce soit encore une fois en termes de sécurité, en termes de ravitaillement, en termes de service, et pour que voilà le participant soit voilà, passe sa plus belle journée sur le vélo. Donc c'est vraiment notre vision des choses. Donc on veut vraiment faire grossir ça, laisser le cycliste au cœur de tout, et ensuite voir effectivement si on peut progresser. Donc par exemple pour Cannes, on va limiter à 1500 participants, pour effectivement si on peut les accueillir dans de bonnes conditions. Le but c'est pas faire du chiffre pour faire du chiffre, c'est vraiment faire passer la plus belle journée à nos cyclistes, de progresser nous en interne. Il y a aussi beaucoup de bénévoles qui nous suivent, donc est-ce qu'on peut les déplacer encore plus? Est-ce que voilà, parce que chacun maintenant a ses tâches bien précises. Donc le but, c'est de faire progresser ce qu'on a
et ensuite rechercher de nouvelles épreuves, mais pas n'importe quoi. Mon but maintenant, c'est de trouver des épreuves beaucoup plus plates, beaucoup plus accessibles, parce que des défis comme Orsières, que tu as fait, Mm. tu vois bien que c'était pas forcément simple. L'idée que ce soit encore plus accessible à plus de monde. Donc on cherche plutôt des courses maintenant plates, un peu dans l'ouest de la France. Donc, mais d'abord progresser avec ce qu'on a. Et c'est plutôt bien parti, on va dire. C'est clair. Ouais, mais c'est fou, c'est des projets énormes. Comment vous faites pour prioriser les tâches et les pieds d'amélioration? Parce qu'il y a tellement de possibilités sur une course. Il y a tellement de possibilités. En fait, mais on a une particularité, nous, je pense que tu l'as peut-être vu aussi, c'est que on a décidé aussi, et c'est propre à la marque également, mais moi ça me convient très bien, c'est-à-dire qu'on a un parcours chronométrique classé cyclosportif sur tous nos événements. On a deux choses, donc on a le parcours, donc maintenant Auxerre où tu as participé, ben, voilà, le parcours qui fait 157 bornes, et on a un parcours médium qui lui est plus sur une randonnée découverte, c'est chronométré mais non classé. Nous, ça nous permet aussi, si tu veux, de mettre tous nos moyens sur un parcours. Le médium, en plus, prend toujours les mêmes routes que le grand parcours. Donc, du coup, déjà, ça, c'était quelque chose qui nous facilite la vie. Parce que j'ai fait beaucoup de cyclosportives où déjà, quand toi, tu t'inscris, tu as le choix entre 110, 130, 140, 160, 170, tu sais déjà même pas quoi faire. Là, ça permet d'avoir une offre beaucoup plus claire et surtout de pouvoir mettre tous nos moyens sur un seul parcours. L'idée, c'était déjà de simplifier en fait l'offre et de pouvoir améliorer tout ce qu'on a. Par exemple, nous, sur nos cyclos, j'ai toujours eu envie, parce que ça me manquait quand je courais, c'est d'avoir des ravitaillements avec des bénévoles qui tendent les bidons à la volée. Ça, c'est quelque chose pour moi qui était très important. Donc, en fait, on a encore d'autres idées, c'est-à-dire que on va se pencher sur le retour des clients. Parce que tous nos cyclistes reçoivent une enquête de satisfaction aussi où ils peuvent noter les points d'amélioration, qu'est-ce qui a manqué. Donc je suis très attentif à ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Malheureusement, la paperasse administrative, etc., on ne peut pas faire tout ce qu'on veut en termes de parcours, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut en termes de date, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut en termes de sécurité parfois non plus. Donc il y a des axes où c'est compliqué d'avancer, mais on essaye. Par contre, on essaye d'avoir les meilleurs ravitaillements possibles, le meilleur suivi sur les courses, parce qu'on a des véhicules neutres qui vont ravitailler les cyclistes en marche, etc., pour que chacun ne soit pas oublié, chacun soit vraiment pris en considération et se sente comme un pro à la journée, hein, c'est un peu le slogan de la marque aussi. Et ben, des fois, voilà, c'est des idées avec les retours, avec les discussions des participants. Je regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs. Du coup, en intersaison, j'ai participé moi-même à 2 événements cyclosportifs. Je prévois d'en faire un peu plus l'année prochaine aussi pour moi me remettre sur le vélo à mon petit niveau et de voir effectivement, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, l'idée, c'est de rester vraiment cycliste aussi et de voir ce qui se passe ailleurs. C'est clair. Et surtout dans les autres pays. Et surtout, des fois aussi, et c'est tout con, mais par exemple, quand il y a un trail pas loin, j'essaie quand même d'aller voir. Je participe pas, je sais pas courir, mais j'essaie aussi de voir ce qui se passe dans les autres sports. Parce que je pense réellement, et je pense que pas grand monde me contredira, on a un gros temps de retard avec le vélo par rapport à d'autres sports comme le trail, le marathon, les Ironman, etc. Donc on a de quoi progresser. Et je parle pas forcément que pour moi, mais pour la sphère cycliste en général. Ouais, c'est très clair. Mais je pense qu'il y a un beau travail de communication à faire aussi autour des grands fondos. C'est un format qui est pas encore si connu que ça. Quand on est dans ce monde-là, on a l'impression que tout le monde connaît, alors que c'est pas forcément le cas. Et je pense qu'il y a encore une réputation, comme tu le disais au début de l'épisode, une vision qui est peut-être erronée de ce qu'est une cyclosportive, avec la vision un peu cyclotouriste, ce qui est pas du tout le cas quand on s'aligne sur ce genre de course où le niveau est juste délirant dans le top 10. Donc ouais, C'est délirant. je pense qu'il y a du travail aussi sur la communication, etc. Et je pense que ça peut être aussi en partie mon rôle et le rôle un peu des influenceurs, youtubeurs, etc. de faire des vidéos sur ces événements pour le rendre, Mm. pour le présenter sous un autre angle. Et en termes de communication, vous avez une contrainte à ce niveau-là ou vous arrivez à remplir chaque fois le nombre de places que vous indiquez et que vous pouvez délivrer? Après, en termes de communication, donc on fait tout en interne, hein, pareil, bon, je me suis formé tout seul, hein. Maintenant, j'ai une équipe, j'ai une très très bonne équipe, donc j'ai une assistante de direction, une responsable logistique, création graphique. On a un apprenti encore qui me gère tout ce qui est réseaux sociaux là depuis cette année, donc on a dû se professionnaliser maintenant depuis un an. Donc la sauce s'est aussi professionnalisée avec une entreprise derrière, hein, où j'ai 3 personnes qui travaillent avec moi à temps plein pour pouvoir justement combler à toutes ces contraintes, parce qu'organiser un événement, c'est pas que le week-end, hein, c'est beaucoup de travail. On est sur une période là actuellement qui est très chargée, très complexe en termes de démarches administratives et surtout démarches de financement, communication, etc.
Et du coup, là-dessus, on a 3 événements qui poussent fort, nous, mais naturellement, parce que c'est des villes, c'est des bonnes dates. On a notre premier événement qui est chez nous en Alsace, parce qu'on a un terrain de jeu des Vosges qui est fabuleux, mais qui est très très peu, on va dire, utilisé pour des belles cyclosportives. Donc, quand on prend le calendrier du cycle qu'on a reçu là récemment, on se rend compte que dans le Grand Est, il y a quasiment rien. Il y a des régions où il y a quasiment rien. Donc les Vosges, ben, on a effectivement les trois ballons, on a l'Alsacienne, on a deux, trois événements qui rencontrent un très beau succès. Et là-dessus, c'est notre plus gros événement. Donc là-dessus, on est sold out généralement un mois avant. Donc en termes de communication, on dit bien, on limite aussi la participation pour que ce soit toujours le cycliste au cœur de l'événement. J'ai participé moi-même à des événements de 3000. À un moment donné, attendre une demi-heure au ravito, les gens n'ont pas forcément envie de ça non plus. Donc c'était de garder ce côté humain. Et donc on a vraiment cet événement qui pousse très fort, suivi de très près par Cannes. Donc on a Cannes et Tannes, ça rime un peu ensemble, mais c'est des événements qui, en termes de participation, qui sont très très forts et qui vont tirer un peu toute ma série vers le haut. On a Lourdes, Tourmalet aussi qui progresse énormément, hein. On avait vendu les 1000 dossards qu'on avait prévus. Parce que quand je dis souvent vendre tous les dossards, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, à Grand Ballon, on a refusé 400 personnes cette année parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, ben moi, 6 mois avant, actuellement, je suis en train de commander mes maillots, mes médailles pour la saison. Donc je pars sur combien de participants? Il faut que ça reste logique. Si je commande 2000 maillots, j'ai que 400 mecs au départ. Financièrement, ça passera pas. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on essaye voilà, que chaque participant ait tout ce qu'il faut. Donc là, on part, nous, 6 mois avant sur des nombres et parfois, ben, ça explose. Et puis tant mieux, parce qu'on sait qu'il y a la demande. Et nous, on essaye d'anticiper un maximum ça, mais c'est très très compliqué à anticiper. Et à un moment donné, quand on est sold out pardon, c'est aussi ben, qu'on veut respecter ben, mes bénévoles, les participants, et aussi à quelque part qu'on veut, ben, qu'on a commandé des maillots et des médailles, et à un moment donné, ben, si on peut pas remettre la médaille à l'arrivée à quelqu'un, ça peut être vite dramatique quand même. Donc on reste un peu là-dessus. Donc on a vraiment ces événements qui tirent très fort. On a Villars qui va suivre avec à mon avis, on a un beau taux de participation, on va dépasser les 1000, ça c'est quasiment sûr. On est très bien parti pour. Et après, on a nos événements alpestres qui ont, on va dire, la difficulté du parcours, parce que c'est pas des parcours très simples non plus. On a aussi la difficulté qu'il y ait beaucoup de concurrence. On prend le calendrier des Rhône-Alpes, ben, tous les week-ends, il y a une ou deux cyclos. Donc là, on est plus sur des participations plus réduites, entre 5 et 600 participants. Ok. Et vous avez quand même la capacité de vous déployer, on va dire, au dernier moment, entre guillemets, si jamais les inscriptions venaient à exploser pour quelconque Ben, raison. après, on a, on a un peu de visibilité, donc c'est-à-dire que généralement, on a aussi beaucoup de participants qui vont s'inscrire en dernière minute, ils vont checker la météo, etc. Donc c'est ce qu'on a eu à Villars, on les a acceptés. Parce qu'effectivement, j'avais commandé, on va dire, un certain nombre de maillots, etc. Mais à un moment donné, on a aussi perdu le contrôle. Parce que, je sais pas, j'ai laissé les inscriptions ouvertes le matin, je me reconnecte le soir, je dis merde, là, il y aura un problème. Donc, du coup, j'ai bloqué les inscriptions, mais il a manqué des maillots. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment plus. Donc, on va pouvoir réagir, nous, maintenant, jusqu'à un mois avant l'événement, où je rappelle mon fournisseur de médailles, je rappelle mon fournisseur de maillots, je dis écoute, trouve-moi une solution. Voilà, tu me refais une production, même si je paye un peu plus cher, pour qu'on puisse accepter ce monde. Tout dans la limite, hein, parce qu'il y a la limite effectivement du matos, mais il y a aussi la limite humaine pour l'organisation. Donc là, on sait aussi faire. Mais le but, c'est que, et là on le ressent aussi, c'est que les gens s'inscrivent de plus en plus tôt. Parce qu'on a aussi un schéma où nous, on veut récompenser les gens qui s'inscrivent tôt. Un peu comme quand Ouais. tu prends un billet d'avion, comme quand tu prends un voyage. Nous, on commence quand même avec des prix. On est 66 euros sur un événement comme Villard-de-Lans à l'ouverture, frais compris, maillot compris. Voilà, on a quand même des tarifs très intéressants. Par contre, on a une augmentation qui se fait de quelques euros tous les fins de mois pour inciter les gens à s'inscrire tôt. Et par contre, effectivement, la personne, si encore de la place, s'inscrit la semaine avant, bah nous, c'est pas facile à gérer. Donc forcément, le prix, il est plus élevé aussi. Mais tout en restant quand même sur des tarifs qui, je pense, en voyant un peu la concurrence, qui restent raisonnables, quoi, pour que les cyclistes puissent passer une bonne journée. Super, c'est très attractif. Mais si on compare à l'ensemble des grandes dates, enfin, du calendrier en France, c'est très attractif. Et j'encourage tous les personnes qui veulent se lancer dans cette dynamique de grand fondo de commencer par votre organisation. C'est juste excellent pour faire ses premiers pas dans ce monde-là. Et vous arrivez quand même à être rentable et pour pouvoir réinvestir sur d'autres événements avec ce choix tarifaire. Ben, ce choix tarifaire, il peut aussi se faire et s'expliquer comment dire, grâce à notre équipe aussi de bénévoles, ma famille et tout, qui, voilà, on a beaucoup d'aide de ce côté-là. Les communes nous aident énormément.
Parce que au-delà d'avoir un projet sportif, on a un projet touristique avec nos partenaires des collectivités. Parce que simplement, il faut savoir que je l'ai vécu moi-même, hein. On va chercher plutôt une cible entre 40 et 45 ans. C'est la cible du cyclosport, c'est un petit peu la moyenne d'âge qu'on va retrouver. On est souvent mariés, on a souvent des enfants, on a souvent cette envie de se dépasser. Et puis ce qui se passe souvent, c'est qu'on ces gens-là vont aussi se déplacer quelques jours. Par exemple, là en Alsace, pour 1500 participants, on a géré plus de 4200 nuitées d'hôtels. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a tout un business touristique aussi qui tourne autour et qui intéresse vraiment les communes. Donc nous arrivons aussi à proposer un tarif intéressant et on pourra après parler aussi du maillot parce que les communes investissent dans notre événement, nous soutiennent financièrement pour nous permettre justement d'avoir quelque chose de cohérent. Et après, en termes de rentabilité, pour être honnête, ben, ça fait 5 ans que moi personnellement je travaille pour rien, mais c'est un choix aussi tactique, c'est-à-dire que j'ai voulu progresser, j'ai voulu être entouré de personnes pour travailler avec moi au quotidien et je voulais pas forcément mettre mes tarifs à 120 euros sur mes cyclos. Et c'est ce que je veux jamais aller parce que j'ai participé moi-même à des cyclos. Si vous voulez faire un calendrier d'une dizaine, si tous les week-ends ça vous coûte 150 balles rien que l'inscription, souvent en plus vous avez le repas, la médaille, tout est en option. L'idée c'est que ça reste effectivement accessible. En termes de rentabilité, on arrive à payer tout ce qu'on a, on arrive à réinvestir dans du matériel. Tout est autofinancé, on va dire. Il y a pas d'excès parce que c'est quand même quelque chose de fragile. C'est-à-dire qu'en 2026, il y aura des élections municipales. Est-ce que le nouveau maire, s'il y a un nouveau maire, il voudra encore continuer avec nous, etc. Donc on a aussi une épée de Damoclès derrière qui, en termes de collectivité, c'est pas évident. Mais voilà, pour l'instant, on est très très bien soutenu. Niveau rentabilité, c'est sûr que voilà, c'est pas, et je pense à tous mes confrères qui organisent, c'est pas évident. Faut quand même pouvoir maîtriser les budgets qui augmentent d'année en année en plus, entre le transport, etc. Mais ce qui est important en fait, c'est de... Voilà, moi j'ai fait le choix de me développer, d'avoir des événements qui progressent encore en termes de qualité. Et pour l'instant, oui, on rentre dans nos frais. On est viable, ça c'est plutôt une très très bonne chose. Et puis j'espère que ça payera un petit peu dans les années futures. Mais voilà, c'est un défi au quotidien de pouvoir rendre des événements rentables. Surtout qu'on part toujours sur l'inconnu. Quand on ouvre des inscriptions, est-ce que le public va réagir? Là, on a changé la date d'Orsières aussi stratégiquement. Est-ce que les gens acceptent cette nouvelle date, etc. Donc on a aussi des défis où on investit dans quelque chose. S'il n'y a pas le participant, il n'y a rien en fait. Donc le participant reste au cœur de tout. Et Donc c'est des fois des coups de poker, ouais. ouais, c'est vrai que c'est des coups de poker. Mais vous vous envoyez des sondages, comment vous faites pour vous assurer qu'une date peut fonctionner avant? C'est vrai que c'est compliqué cet aspect-là. La date est très complexe. La date est très complexe, c'est un coup de poker. En fait, la date, ça dépend Il y a le calendrier FFC, le calendrier des cyclosportifs. Après, on est dans un pays où on a une 110, je crois, à peu près, cyclosportives. C'est pas non plus extrême, mais il faut qu'on essaye de trouver la bonne date déjà par rapport à un calendrier. Après, le problème, si je donne un exemple d'une ville, comme Cannes, ils ont 365 événements par an. Donc, c'est à un moment donné, on doit aussi trouver la disponibilité dans la commune. Et une ville comme Cannes ne va pas m'en donner 12 000. C'est-à-dire que c'est ça ou c'est rien. Donc, on doit aussi s'adapter à cette contrainte-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, je veux travailler avec une ville comme Cannes. J'ai ce créneau-là. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bien? On n'y va pas. Parce que le calendrier, c'est pas que nous qui décidons, tiens, ça c'est bien, parce que le participant, il pense que c'est bien. C'est parce que la commune a la disponibilité. Et au niveau du calendrier FFC, c'est pas si mal. Mais c'est souvent à cause des communes aussi les envies de travailler avec nous, c'est-à-dire qu'une commune qui accepte de bosser avec nous dit nous, on a un creux dans le calendrier des manifestations au mois de juin, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est pour ça qu'on a déjà cette contrainte-là. Et après, pour revenir un petit peu à Orsières, c'est-à-dire qu'on avait déjà nous un événement de fin de saison, fin août à Vaujany, avec la rentrée qui vient très très vite. Et du coup, c'était aussi un coup de poker avec nous par rapport au retour des cyclistes, au dispo et puis au calendrier, de se dire tiens, on a la possibilité de changer, est-ce qu'on peut le faire? Donc ça a été aussi un petit peu c'est pas une bataille, mais une discussion avec la commune qui a duré très longtemps pour retrouver la seule dispo de l'année qu'ils avaient et qui se retrouve maintenant le 27 juillet parce que je reste persuadé qu'en termes de parcours au lac de Serpenson, on a effectivement un parcours qui peut être génial fin juillet. Et par exemple pour Vaujany c'est différent, on a vraiment un deal d'ouvrir la saison et de la fermer. Donc c'est un événement qui arrivera jamais au milieu de la saison parce que c'est un deal qui a été passé depuis le début avec la commune. Donc c'est souvent un coup de poker. Je donne l'exemple de Tannes cette année. Tannes, c'est notre plus gros événement depuis le début. On a commencé en 2022 en phase de l'étape du Tour, bing. Deuxième année en phase de l'étape du Tour. Tous les cyclistes me disaient ça peut progresser encore, tu verras. Il faut plus que tu sois en phase de l'étape du Tour. Donc en 2024, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai discuté avec la commune, on a trouvé une autre dispo qui était fin juillet.
En face, il n'y a plus d'étape du tour. Donc effectivement, on a suivi une progression, mais je me suis rendu compte aussi que la progression était la même. Étape du tour ou pas étape du tour. Et surtout avec les Belges, parce que les Belges sont nos premiers cyclistes aussi, hein, ils adorent nos événements. Et je les salue d'ailleurs, et c'est vraiment des gens qui nous suivent sur tous nos événements en France, et particulièrement dans les Vosges, parce qu'on est leur première montagne. Là, du coup, le 20, on se dit, tiens, on a pu avoir cette année des cyclistes qui faisaient d'habitude traditionnellement l'étape du tour, et se disent, tiens, maintenant je vais pouvoir faire GFNY, tester, etc. Manque de bol, l'étape du tour, elle est tombée le même jour, nouveau, parce qu'elle a été décalée fin de saison. Et je l'ai appris au Rock d'Azur, parce que voilà, maintenant les relations d'organisateurs, ça faisait un mois que je le savais. Et le but, c'est que nous, on devait aussi ouvrir nos inscriptions relativement tôt, parce que j'ai une structure à faire tourner, j'ai pas les fonds d'ASO pour attendre fin novembre pour organiser, enfin pour ouvrir des inscriptions, c'est pas possible. Et, et j'ai eu cette info. Il y a eu l'info avec la présentation du Tour fin octobre. J'ai jamais eu autant d'inscrits le jour même de la présentation du Tour de France à Grand Ballon que le jour où ils ont annoncé l'étape du Tour. Oh. Et l'avantage qu'il y a maintenant, c'est que ça a cartonné. Donc c'est un événement qui cartonne pour nous. L'étape du Tour, on sait tous comment c'est, hein. Ils vont vendre des dizaines de tickets aux partenaires, à la FFC, etc. Donc tout le monde peut s'inscrire un peu en avance. Au bout d'une demi-heure, c'est réglé. On n'en parle plus de toute façon quand les inscriptions sont faites. Et du coup, on est la seule alternative au calendrier français à l'étape du Tour. On prend le calendrier du cycle, le 20 juillet, il n'y a que ça. Et l'avantage, c'est que du coup, on se retrouve avec quand même une belle progression. Beaucoup d'inscrits. Et donc c'est pour ça que des fois c'est un coup de poker, on pense bien faire, on pense que au fait qu'on n'a pas de grand événement en face, ça ne marchera pas, ou etc. Mais au final, faut pas trop qu'on se pose trop la question, on a essayé voilà, de changer par rapport à des dates, mais je pense que si les personnes aiment nos événements, ils viendront. Un cycliste n'est pas forcément fidèle non plus, parce qu'une année, il va peut-être se dire, tiens, je vais faire ces événements, après je vais revenir sur d'autres, etc. Parce que le calendrier, il est bien fourni, et puis à quelque part, heureusement. Mais c'est souvent un coup de poker qui part tout simplement de la dispo de la commune. Ça, c'est vraiment important. Et après, nous, on essaye d'aviser au calendrier pour avoir quelque chose aussi qui est faisable pour nous. Parce que, en termes d'exemple, on va faire Vaujany le 15 juin. La semaine d'après, on va se retrouver à Lourdes-Tourmalet. On vient d'Alsace, Vaujany c'est là, Lourdes c'est pas évident. Ah ouais, donc là, ça débranche pas, quoi. C'est des déplacements tout le temps, toujours dans le rush pour tout assurer. Mais C'est ça. au final, mais pour que vos événements fonctionnent, ça dépend aussi, on va dire, du marché du cyclisme, de l'évolution du cyclisme amateur. Donc, comment tu Mm. vois ce monde évoluer dans les prochaines années, l'appétence pour les grands fondos aussi? Est-ce qu'il y a, est-ce que tu penses chaque année, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce format-là? Euh, comment évolue ce monde un peu amateur? À ce monde amateur comme ça, avec ma vision, sachant que ça reste quand même beaucoup des visions, des ressentis, hein, j'ai bossé longtemps, moi, dans le marché du vélo, dans le magasin. Je sais, voilà, j'ai toujours mes contacts. Le marché du vélo est quelque chose qui se porte pas forcément très bien actuellement. Les magasins ont beaucoup de stock. Le vélo est quelque chose qui fonctionne bien. Mais voilà, on a été aussi, tout a été boosté avec le Covid, avec des chiffres qui étaient astronomiques tout de suite à la sortie du Covid, parce que tout le monde voulait participer à des événements, tout le monde voulait s'équiper en vélo, etc. Donc il y a eu un espèce de boom qui est en train de retomber juste sur des chiffres plus ou moins normaux de ce qu'on avait avant Covid. Et c'est vrai, quand je discute avec certains magasins, certains sponsors éventuels pour nos événements, ils rencontrent aussi des difficultés parce que voilà, les vélos sont plus remplacés aussi facilement, etc. Mais par contre, nous, on se rend compte, même avec des villes, hein, parce que je discute avec d'autres organisateurs qui sont présents, par exemple, sur des communes où on travaille. Je pense que le loisir, le déplacement, le challenge, c'est quelque chose qui progresse énormément. Et je pense qu'on a encore de très belles visibilités. C'est pas qu'il y ait plus de cyclistes, on va dire, dans la sphère, parce que on aura toujours des anciens qui vont arrêter, des compétiteurs qui vont arrêter. Quand on regarde les résultats cyclosportifs, tu prends les résultats d'il y a, je sais pas, 7 8 ans, on va retrouver quelquefois les mêmes, mais souvent c'est des gens qu'on voit plus forcément, parce que déjà il y a un budget, déjà il faut se déplacer, il faut s'entraîner, hein. Ouais. Je l'ai redit encore une fois, faire un top 20 sur une cyclosportive, vous avez intérêt à commencer à rouler sérieusement actuellement, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que on a une sphère avec des débutants, on a une sphère avec des anciens compétiteurs comme moi qui sont venus au sport. Donc je pense en fait c'est un marché en tout cas nous on connaît une forte progression, hein. D'année en année on fait x2 sur nos participants. Et même en comparaison avec mes 6 événements, voilà, on fait toujours x2. Là on part à nouveau sur une même base, hein, alors que j'avais plutôt dit allez si on fait 20% de mieux c'est top. Mais du coup c'est bien parti. Et en fait je pense simplement que les gens veulent des organisations où ils pensent à rien.
Ça, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que les cyclistes, ils vont peut-être en faire moins. Au lieu de faire 10 cyclosportives, au lieu d'en faire 5, ils vont peut-être en faire 2, peut-être 3. Avec des incontournables qui resteront toujours l'étape du Tour, la marmotte, en sachant que c'est pas donné à tout le monde parce que tout le monde ne peut pas s'inscrire avec leur procédé. Il y a Grand Fondo Ventoux, etc. Donc il y a de très très beaux événements. Les gens vont beaucoup plus cibler. On accueille aussi de plus en plus de femmes. Donc il y a énormément de femmes qui font du vélo. Par contre, il y en a très peu qui participent à des cyclosportifs. Donc on a encore une grosse marge de progression avec les femmes. Tu vas demain voir un Ironman ou un trail, la moitié c'est des femmes. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le cyclosport. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi rassurer les femmes sur leur niveau. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait en plus pour les accueillir. Donc on travaille aussi avec un club de Paris qui plébiscite vraiment le sport féminin. Donc on a vraiment une grosse marge de progression là-dessus. Et nous, on doit se développer sur le grand public. C'est-à-dire, voilà, un cycliste qui a commencé le vélo il y a 1 an, 2 ans, qui commence à prendre un petit niveau, qui puisse justement se fixer des objectifs, parce que le but d'une cyclosportive, à quelque part, c'est de se mettre dans le calendrier un objectif. C'est-à-dire que voilà, on a un parcours qui est très difficile, Orsières-Merlette, les Vosges par exemple. Voilà, j'ai ma date et ça m'oblige à aller rouler. Il fait pas très beau, mais si, il faut que je m'entraîne, il faut que je me prépare. Donc c'est pour ça qu'il y a cette progression qui est encore possible parce qu'on a toujours des nouveaux venus. Moi, par exemple, un trailer qui s'est blessé le genou, il fait du vélo. Un triathlète va faire du vélo pour préparer sa saison. On a des filles biathlètes aussi qui viennent participer à nos événements avant de préparer leur saison. Donc en fait, on a un nombre de cyclistes, je pense, qui reste plus ou moins le même entre ceux qui arrêtent et ceux qui démarrent. Par contre, on a encore énormément la possibilité de pouvoir toucher tous les gens qui font du vélo entre potes le dimanche, qui font pas forcément d'événements. Et le but, c'est de pouvoir accueillir 1 ou 2 personnes de ce groupe qui ont envie vraiment de se défier ensemble et se mettre un objectif dans le calendrier. Après, c'est à nous de proposer en fait un service où les gens ont envie de participer, qu'on devienne un incontournable. Je vois maintenant l'enthousiasme qu'il y a pour certains événements hors France, hein. Je pense à Majorque ou en Italie parfois, ou pour faire le marathon des Dolomites, ben, il faut avoir beaucoup de chance. Et pareil, l'étape du Tour, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment devenu un incontournable. Et nous, voilà, on espère pouvoir un jour aussi avoir des événements qui font partie de ces incontournables et que ça fasse un très bel objectif pour les cyclistes et que les gens sont aussi rassurés. Et là, je vais rebondir juste sur le mot grand fondo et cyclosportif. Cyclosportif, ça rassure le débutant, mais ça va pas rassurer le cycliste, on va dire, élite, par exemple, le Ouais. cycliste vraiment reconnu. Grand fondo, il préfère. Ouais, j'ai gagné un grand fondo. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut utiliser souvent les 2 mots parce que c'est vraiment ouvert à tous. Et je le dis chez nous, chez GFNY, déjà on n'a jamais entendu une femme en dernier participant. Ça c'est hyper important. Souvent les femmes que je croise ici quand je fais du vélo, on me dit ah non mais c'est trop dur. Les femmes ont quand même un très très bon niveau, franchement. Et j'ai moi-même participé à des cycles sportifs cette année, comme la GF Luberon. Il y avait un groupe de femmes, purée, ouais, elles ont largement, largement le niveau de fer. Et nous aussi, derrière, on va vraiment attendre le dernier. On va l'encadrer, on va l'attendre, il aura sa médaille, il aura son repas, pour que ça devienne aussi un objectif de finir. Donc l'idée, c'est qu'on prenne un petit peu ce qui se passe dans le marathon avec des pros, par exemple, devant. Et on a des pros, on a vraiment des cyclistes avertis. Et dans la masse, qu'on ait des gens qui veulent juste se fixer un objectif, qu'ils ont un but dans leur saison, parce que pour faire du sport, se dépasser, il faut un but à un moment donné. Et c'est à nous de proposer en fait ce package complet euh, pour les années à venir, pour pouvoir justement rendre nos événements incontournables. Clair. Mais je pense que dans les cyclistes loisirs, il y a beaucoup de monde, on va dire, entre guillemets, à convertir dans ce monde cyclosportif parce que bah là, je m'adresse à tous les cyclistes qui n'ont jamais fait de course. Au final, votre passion, c'est le vélo. Vous adorez sortir le week-end. Mais au final, vous allez rapidement stagner. Et pour passer un palier de progression, on est obligé de rouler plus souvent dans la semaine. Des fois, c'est une contrainte. Donc, le fait d'avoir une date, ben, ça vous motive. Et derrière, vous serez meilleur. Vous allez prendre plus de plaisir le week-end. Donc, petit message, inscrivez-vous à des courses, inscrivez-vous à des GFNY parce que ça va changer votre approche du vélo. Et votre progression au global va prendre un tout nouveau tournant. Donc, c'est clair que s'inscrire à des courses, c'est passionnant. Et après, il suffit de faire un événement. On est pris, on va dire, dans la boucle. On a envie de progresser encore plus, aller chercher une meilleure place, avoir de meilleures sensations. Donc, en fait, c'est pour moi, les compétitions, c'est rentrer dans un cercle vertueux. Donc, j'encourage tout le monde à Clairement. s'y mettre. Et parce que faire de la compétition, c'est pas on-off, c'est pas je suis cycliste de loisir, je deviens un compétiteur à fond, je vais peser ce que je mange, je vais tout. C'est pas on-off. En fait, il y a une nuance et j'incite tout le monde à la trouver. C'est comme ça qu'on s'épanouit en tant que cycliste. Mais alors, après, en tant que sportif, même après dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que
j'ai personnellement connu le haut niveau, mais maintenant je le connais plus du tout parce que je roule très peu, hein, je dois faire 2000 km par an, mais à quelque part, quand on est investi dans un événement, quand on est inscrit quelque part, quand on va en fait se donner les moyens de pouvoir simplement battre son temps qu'on a fait l'année dernière, pour ceux qui viennent régulièrement, mais on a aussi un défi personnel, se dire, tiens, j'ai commencé le vélo, les premiers 50 km étaient horribles. Là, je me lance sur un parcours médium de 75 avec 2000 de D+. Ce serait déjà une victoire en fait de pouvoir terminer. Et en fait, de petit pas, on peut arriver vraiment à une, on va dire, à une hygiène de vie, à une hygiène sportive, à une envie de se dépasser qui va pouvoir aller au-delà du sport. C'est-à-dire que professionnellement, bah, du coup, ça me booste aussi, ça booste ma famille, ça booste effectivement ce que le corps dont je suis. Et grâce à ces événements-là, bah, du coup, nous, on va pouvoir proposer un objectif aussi qui n'est pas forcément une place, mais juste arriver au bout, chercher sa médaille et pouvoir mettre. Et c'est pour ça que la médaille chez nous est importante. Et dans tous nos événements, il y aura toujours une médaille. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir mettre, accrocher à un mur en tant que trophée parce que je me suis préparé, je me suis dépassé pour aller la chercher. Et la base est là. Puis après, ben, il y a d'autres objectifs. J'ai ma médaille, mais là, j'aimerais plutôt faire un podium dans ma catégorie, des choses comme ça. Et c'est grâce, je pense, aux événements qu'on peut se booster parce que actuellement, il commence à faire mauvais. Chez nous, surtout en Alsace, on a une météo qui est vraiment très capricieuse. Vous n'avez pas d'objectif en 2025. Apparemment, d'être super passionné, je suis pas sûr qu'on sorte. Non, non, on sort pas. Et après, c'est trop tard de reprendre l'entraînement en février-mars. On a pris trop de retard. C'est difficile d'aller chercher un bon niveau. Bon, moi, c'est quelque chose qui me motive. Alors, on m'a fait passer cette info. Je l'ai pas du tout vérifié. Du coup, j'en profite de te la demander. On m'a dit que si on finissait 3 fois dans le top 1%, ou je sais plus exactement quel classement, on pouvait être qualifié à New York. Est-ce que c'est toujours en cours? Bah, en fait, on a deux choses. C'est-à-dire que nous, on est parti sur un concept qui existait déjà, hein, mais que j'ai aussi un peu revu à ma hauteur. C'est-à-dire que des cyclistes partis par exemple à 3 GFNY dans le monde, participent à 3 GFNY dans le monde, on va déjà rester sur le calendrier français pour faire très simple. Vous faites Cannes, vous faites Villars, vous faites Vaujany. Chaque finisher, que ce soit médium ou grand, reçoit une médaille spécifique. Donc on a une grosse médaille finisher 3 fois, qui est en or cette année et qui va vraiment récompenser les finishers. On les appelle sur le podium, donc à n'importe quelle place. C'est-à-dire, voilà, vous avez fini 3 GFNY, vous avez le droit à votre médaille. Donc on met aussi en avant la fidélité de nos cyclistes et aussi, ben, quelque part, leur exploit, parce que préparer 3 GFNY, c'est pas rien. On a quand même des parcours qui sont exigeants. Et on va les récompenser par rapport à ça. Ensuite, on a New York. Donc New York, ça va être, entre guillemets, le championnat du monde des grands fonds de New York. Ça va vraiment être l'événement phare où il y a le plus de nationalités, où vous partez sur un, comment dire, sur un pont qui est mythique, le George Washington. C'est quelque chose à faire dans sa vie, ça c'est clair. Et du coup, si vous faites un top 10 dans votre catégorie, top 10%, hein. Par exemple, il y a 100 participants de votre catégorie, vous faites 10e. Vous pouvez participer effectivement à New York en partant devant. Mais pas que New York. C'est-à-dire que si maintenant vous êtes qualifié dans votre catégorie, le top 10% de votre catégorie à Cannes, vous êtes en SAS prioritaire à grand ballon, automatiquement. Donc on a aussi un système de SAS prioritaire parce que le SAS prioritaire, c'est aussi quelque chose où on a énormément de demandes. On a un peu à boire et à manger. C'est pour nous, organisateurs, c'est pas évident. J'ai des fois refusé des SAS prioritaires à des cyclistes qui ont gagné le GFNY. Mais ce que je veux dire, en fait, voilà, vous avez la possibilité de partir devant. Et quand vous avez 5 ou 6 000 cyclistes aux États-Unis, c'est beaucoup plus intéressant de partir devant. Par contre, je répète, toutes les organisations GFNY, il n'y a pas besoin de qualification. Vous pouvez participer en s'inscrivant tout simplement. Simplement, effectivement, vous avez un meilleur dossard automatique du moment que vous avez performé sur n'importe quel GFNY. Et si vous avez la chance de gagner le général, vous êtes invité après sur la course de votre choix en France. Même dans votre catégorie, hein, on offre des tickets gratuits aux vainqueurs des catégories et au podium. Et ceux qui gagnent effectivement la course en général, sur le classement général, sont aussi invités gratuitement à la course de New York. Ok, donc faut gagner le général français. Il faut gagner le général par exemple, tu gagnes Cannes, tu peux aller faire New York, tu as ton ticket offert. Ouais. Ah, faut gagner Ça, c'est faut quelque chose. gagner une course. Voilà, faut gagner une course et tu as ton ticket offert. Après, on va pas te payer l'avion et tout ça, hein. Ça, c'est encore un autre truc. On l'a fait, nous, sur un championnat d'Europe.
On avait le championnat d'Europe GFNY, donc c'est-à-dire qu'il y a différents lieux sur la planète où il y a des championnats régionaux qui appellent. Donc celui-là qui gagnait ça avait son voyage complet à New York l'année d'après. Donc on avait le vainqueur à Villars où j'avais adhéré là-dessus. Et pour être honnête, j'ai arrêté de le faire parce que ça faisait peut-être un peu peur aux cyclistes qui débutaient ou aux cyclistes de masse, un petit peu les gens qui ont envie de se dépasser, de se dire voilà, c'est un championnat d'Europe, bon, c'est peut-être pas pour moi, etc. Donc ça, on a arrêté, mais et puis au final, c'est souvent des gens qui n'y allaient pas parce qu'ils avaient déjà un certain niveau. On en reparle du niveau des cyclosportifs. Actuellement, c'est très très haut, hein. Tu mets un mec, d'ailleurs j'ai une très belle anecdote aussi à ce sujet-là. Et puis du coup, par contre, ils gagnent leur ticket pour participer à la course de New York, mais sans forcément le voyage. Ok. Et pour la petite anecdote, la fille qui a gagné Grand Ballon cette année, il y avait le Tour de France féminin qui était arrivé ici en 2022, ouais, 2022, et qui finissait par le Grand Ballon. Donc on avait la même route, le même com. Elle a battu Demi Vollering, hein, qui avait gagné l'étape ou qui avait fait maillot jaune, de 1 Wow. minute sur la montée du Grand Ballon. Wow. Grand Ballon, c'est un pro qui a gagné de Tim Wagner, qui faisait, je crois, un top 10 au Tour Alsace la semaine après. Il a failli pas gagner avec un Tim Alemann et un Michael Minard derrière. Il restait 10 mètres, il gagnait plus, hein. Donc pour montrer aussi l'étendue du niveau qu'on peut retrouver devant, c'est juste... je regarde les coms quand le petit ballon, il est monté, on va dire, 1 minute de plus que Thibaut Pinot pendant le Tour de France. Il y a, ouais, voilà, on donne aussi un petit peu l'idée du niveau pour avoir ça. Donc c'est pour redire ça. Voilà, avoir payé un mec qui gagne effectivement déjà tout, un voyage à New York, bon, voilà, c'est quelque chose pour l'instant, j'en suis complètement sorti. Par contre, il a son ticket pour y participer. Et puis une course aux États-Unis, il y a d'autres frais. C'est des courses qui coûtent plus que 400 dollars à l'inscription, un peu comme des Ironman. Et c'est aussi quelque chose où je voulais pas aller en termes de prix. Donc voilà la petite anecdote, on va dire. Là, c'est une petite question personnelle. Est-ce que c'est quelque chose que tu me conseillerais de prendre mon ticket pour New York? C'est une expérience qui vaut le coup? Franchement, ouais, à faire. Plus pour aller rouler ailleurs, parce que j'ai eu la chance, moi, en étant élite, d'avoir roulé dans d'autres pays. J'ai eu la chance, moi, de voyager grâce au vélo et j'ai eu la chance de participer au Mexique notamment. J'ai participé au Portugal et à New York. C'est hyper intéressant. Ça vous fait voir autre chose, ça fait voir une autre facette du vélo parce qu'ils ont, on a tous la même passion, mais pas forcément la même culture. Et ça, c'est hyper intéressant. Souvent, les Français, on se prend pour voilà, des champions, des machins. Et ce qui était vraiment intéressant à New York, et je conseille vraiment, c'est cette communauté qui est très très forte. Parce que n'importe quel niveau, les gens se retrouvent, les gens communiquent, les gens partagent beaucoup plus en France. Et c'est vraiment une expérience incroyable. Et après, c'est ce côté américain, c'est-à-dire que les motards, ben, c'est des shérifs sur des grosses Harley. En fait, il y a ce côté américain dans une ville complètement folle. Et à un moment donné, là où je peux conseiller les cyclistes d'aller le faire, c'est que vous allez découvrir autre chose. Il y a un voyage que vous pouvez faire peut-être en famille. C'est sûr que New York, c'est très cher, hein. Faut quand même une enveloppe entre le vélo et compagnie. Vous partez à 3, il faut compter 5 000 à 6 000 € minimum. Mais c'est une expérience à faire au moins une fois. Et souvent, ce que je dis souvent, c'est qu'en France, on a énormément de chance. Et on fait rêver les Américains ou les gens d'outre-Atlantique, parce que déjà, on a un pays qui fait rêver, on a un pays varié, on a les plus beaux cols du monde, on a les plus belles routes du monde, on a la plus belle épreuve du monde avec le Tour de France, on a des très très belles routes. Quand vous allez rouler aux États-Unis, au Mexique, je peux vous dire que il faut pas mettre des fois la roue, il faut pas sur la route, hein, vous cassez le vélo en deux, mais ça nous remet aussi à notre place. Et souvent, ben, on est un peu blasé en tant que Français, ouais, bon, Galibier, machin truc, on a un paradis du vélo exceptionnel. Et le fait de voyager, ça vous fait rencontrer d'autres personnes. Vous êtes français dans une communauté comme ça, mais on fait rêver les gens, ça c'est clair. J'ai eu la chance de faire quelques interviews aux États-Unis, c'est incroyable. Et c'est une aventure qui vaut le coup d'être faite, clairement. Voilà. Après, tous les ans, c'est pas possible financièrement, c'est clair. Mais à faire une fois, franchement, je le conseille vivement. Après, voilà, on n'adhère pas au côté américain. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce côté-là. Mais ça vaut le coup d'aller rouler là-bas, clairement. Ok, Puis bon, on se remarque, c'est pas plat. C'est pas plat. ok. Bon, ben, je le garde dans un coin de ma tête. Déjà, Voilà. pour moi, c'est sûr que je viendrai à Cannes. Après, ce qui est de gagner, on ne sait pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Je pense qu'il faut vraiment se lever tôt pour gagner à Cannes. Le niveau est relevé chaque année sur cette épreuve.
Ben oui, parce que le vainqueur d'il y a 2 ans, c'est Mathias Gafouri, donc Ouais. qui était. Mais pareil, hein, c'est quelqu'un que je suis de très près, que j'apprécie beaucoup, hein, qui aurait même pu passer pro. Donc c'est le type de cycliste qui va gagner des cyclos. Mais pareil, hein, c'est pas quelqu'un qui a forcément gagné avec beaucoup d'avance. Il a failli se refaire reprendre à 2 kilomètres de l'arrivée, hein, par des cyclistes comme Julien Bérard qui était dans le groupe, hein. Mm. Donc ça montre vraiment vraiment le niveau. Et quand il est venu à Vaujany, c'était un podium. Mais voilà, pour te donner voilà, le niveau à Cannes, il est quand même très très relevé. C'est une course qui se situe en début de saison où souvent en face, il n'y a pas de compétition. Donc on a beaucoup de compétiteurs qui viennent s'y mesurer. Par contre, ce qui est super cool à Cannes, c'est fun. Vous partez au bord de la mer, vous arrivez au bord de la mer. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Moi, en tant qu'Alsacien, je suis content d'y être parce qu'il y a une météo qui est radieuse, hein. C'est tip top. Là, je vois les collègues qui habitent dans le sud, que je suis de très près, bah, ça donne envie. Ils sont encore en cuissard court et ils préparent leur saison. Et en fait, c'est le côté fun de cet événement où, avec ton niveau, voilà, en faisant un top 20, je crois que c'est ce que tu as fait à Orsières, tu peux espérer facilement quand même la même chose à Cannes, en sachant que c'est moins difficile. Par contre, on a d'autres ennemis, on a le vent, on a les routes plus étroites, les descentes plus techniques. Donc il y a d'autres facettes. Mais vraiment, je pense que c'est un événement qui est fun pour démarrer la saison, et c'est pas forcément une place qu'il faut chercher, c'est vraiment le plaisir de lancer sa saison sur un super event. Ok. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Bon, on se croisera là-bas et j'encourage tout le monde à prendre un dossard, comme ça on pourra se retrouver sur cette course. Merci encore Cédric pour ton temps. Je trouve cet Avec épisode plaisir. génial. Je connaissais même pas ton histoire de vie. En fait, les histoires de vie sont toujours liées au projet. Souvent, on voit juste un projet assez froid sur un site internet. Moi, je suis vraiment curieux de savoir qui se cache derrière ces projets-là. Non, Et c'est fantastique. Et je vais suivre GFNY de près. Et, merci. et hâte de se recroiser sur plusieurs épreuves. Merci à toi. Bah écoute, au plaisir de t'y accueillir, et puis merci pour cet épisode, et bon courage pour tes podcasts. Et bravo pour ce que tu fais aussi. C'est ce qu'on a besoin en tant qu'organisateur aussi, des participants, et ce qui me plaît beaucoup aussi dans vos démarches. Parce qu'il y en a quelques-uns au niveau des youtubeurs. Vous participez, vous vivez l'aventure, et après on en parle. Et je trouve ça super cool. Franchement, donc bravo pour ce que tu fais. Et puis on continue tous les deux avec passion, et puis ça va le faire. Ça va le faire, oui. À bientôt en tout cas. Merci à toi. À bientôt. Merci. Ciao. Merci beaucoup pour votre écoute. Je serais vraiment curieux d'avoir votre avis sur cet épisode. Pour cela, laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo YouTube. Mettez un pouce bleu, partagez ces podcasts en masse. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles. Ça booste le podcast dans le référencement de ces plateformes et ça va me motiver à poursuivre mes efforts dans cette direction. Si vous voulez passer le cap de vous inscrire à votre première cyclosportive, je vous ai mis le lien du site GFNY France dans la description. Enfin, allez faire un tour sur le blog lascienceducyclisme.com. Là aussi, le lien est dans la description. Vous avez des articles complets sur l'entraînement, des résumés des anciens épisodes de podcast. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut pour progresser en 2025 et atteindre votre top niveau. Vous avez le lien de mes réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Cédric. Bref, allez dans la description, regardez tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou prochain épisode de podcast. Et on se retrouve le 23 mars pour le GFNY Cannes. Je serai bien présent pour faire ma rentrée. Allez, à plus. C'était Antonin Albouy pour La Science du Cyclisme.